Imaginez un peu la scène. On est le 18 janvier 1871. Château de Versailles, Galerie des Glaces. Le symbole absolu de la monarchie française. Exactement. Et là, il fait un froid glacial. On entend le son des bottes, des sabres, et au milieu de tous ces princes allemands, le roi de Prusse Guillaume Ier est proclamé empereur d'Allemagne. C'est l'humiliation suprême. C'est la fin de ce qu'on a appelé l'année terrible. Une image tellement forte. Mais ce que je voudrais qu'on explore aujourd'hui, c'est cette idée, et si cette scène, en fait, n'avait jamais eu lieu? Si cet empire allemand était mort dans l'œuf, à cause d'une victoire française? C'est une question fascinante. Et c'est ce qu'on appelle une uchronie. On va essayer de réécrire l'histoire, mais en se basant sur des faits très concrets, des archives, des analyses d'historiens comme François Roth. Comment va-t-on procéder? On va le faire en 3 temps. D'abord, on va chercher le point de bascule, le moment précis en août 1870 où tout aurait pu changer. D'accord. Ensuite, on explorera les conséquences immédiates, un empire qui est sauvé, un autre qui ne naît pas. Et enfin, le plus vertigineux, on va spéculer sur les effets en cascade. Est-ce qu'un XXe siècle sans guerre mondiale, c'est juste imaginable? Alors, allons-y. Plongeons dans cet été 1870. L'ambiance à Paris est... Survolté. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bismarck a tendu un piège magistral avec la dépêche d'Ems. Une provocation diplomatique de génie. Absolument. La France tombe dedans tête la première. Le 19 juillet, c'est la déclaration de guerre. Et dans les rues, les gens crient « à Berlin ». On a l'impression que ça va être une promenade de santé. Une formalité. Voilà. Sauf que, derrière cette euphorie, la réalité est, comment dire, chaotique. L'impréparation logistique est abyssale. Ah oui, à ce point. Oh que oui. On a des témoignages de soldats qui arrivent à la gare avant leur fusil, des généraux qui cherchent leurs troupes sur une carte. C'est un désordre total. Et en face, les Prussiens. En face, c'est une autre planète. L'état-major de Faune-Moltais, c'est une machine moderne, qui a tout compris à l'importance des chemins de fer. Il déplace 500 000 hommes, 500 000. avec une précision d'horloger. En face, les Français de l'armée du Rhin y sont à peine 265 000. D'accord. Mais on entend souvent que technologiquement, on était dépassé. Pourtant, il y a cette histoire de fusil, le chasse-spot. C'était pas une arme incroyable pour l'époque? Si, et c'est un point absolument crucial. Il faut vraiment tordre le cou à cette idée reçue. Ah! L'infanterie française a une supériorité technique majeure. Le fusil chasse-peau, modèle 1866. Il a une portée efficace de 1200 mètres. 1200 mètres. En face, le fusil prussien, le Dreyse, c'est à peine 600. La moitié. La moitié. Concrètement, un soldat français peut tirer 2 fois sur un Prussien avant que celui-ci puisse riposter. C'est un avantage énorme. Donc le problème, ce n'est ni le courage du soldat, ni son arme. C'est au-dessus. C'est exactement ça. Le problème, c'est le commandement. Il est sclérosé, il pense encore aux guerres en Afrique, et c'est l'artillerie. Nos canons en bronze sont surclassés par les canons Krupp en acier, qui tirent plus loin, plus vite. D'accord, le tableau est posé. Alors comment, avec cet avantage du chasse-peau, on en arrive à la défaite? Où est-il, ce fameux point de bascule? Alors, il arrive très vite, après les premières défaites début août. L'armée principale, commandée par le maréchal Bazaine, bat en retraite. Et le moment clé, le carrefour de l'histoire, c'est le 16 août 1870, la bataille de Mars-la-Tour en Lorraine. Le 16 août. Que se passe-t-il exactement ce jour-là? Ce jour-là, on assiste à un coup de poker militaire complètement faux. Le général prussien von Alvensleben, avec son corps d'armée, c'est-à-dire 30 000 hommes, 30 000. tombe nez à nez avec toute l'armée de Bazaine, 130 000 soldats français. Attendez, je recalcule. 30 000 contre 130 000, c'est du 1 contre 4. Il devrait se faire pulvériser. Il aurait dû. Logiquement, oui. Mais Alvensleben comprend qu'il doit gagner du temps, à n'importe quel prix. Alors il lance une attaque frontale, désespérée. La bataille est d'une violence inouïe. J'imagine. À la fin de la journée, les chiffres parlent. Les Prussiens ont perdu presque 16 000 hommes. Les Français, un peu moins de 14 000. Tactiquement, les Français ont gagné. Ils ont tenu. C'est une victoire donc. Alors, où est le problème? Le problème, il est dans la tête de Bazaine. C'est là que tout se joue. Il ne comprend rien à la situation. Comment ça? Il est persuadé d'avoir affronté l'avant-garde de toute l'armée prussienne. Il ne réalise pas une seconde qu'il a combattu une petite force isolée qui jouait son va-tout. Donc il gagne la bataille, mais il pense l'avoir perdue. C'est de l'incompétence ou de la prudence excessive? C'est un mélange des deux.
Une prudence maladive, un manque total d'imagination. Au lieu de lancer une contre-attaque massive le lendemain matin pour balayer ce qui reste des troupes d'Alvensleben. Ce qui aurait été logique. Il reste sur place. Pire, il ordonne le repli sur Metz. Il transforme une victoire tactique en un désastre stratégique. C'est hallucinant. C'est terrible. Mais l'armée n'est pas encore totalement perdue à ce moment-là. Il reste une chance. Oui, il reste une toute dernière chance, 2 jours plus tard, le 18 août, à la bataille de Gravelotte. D'accord. Là, l'armée française est bien retranchée sur des hauteurs. Elle repousse tous les assauts. Le feu des chasse-pof et des ravages. La garde prussienne, l'élite, se fait littéralement faucher. L'ennemi est à bout de souffle, au bord de la rupture. C'est le moment où jamais de porter le coup de grâce. Bazaine a des réserves ételées. Il a son joker, la garde impériale, la crème de la crème, encore fraîche. Le général Bourbaki, son commandant, voit l'ouverture. Il galope voir Bazaine et le supplie de le laisser contre-attaquer. Une charge à ce moment-là, ça pouvait tout changer. Et que répond Bazaine ? Une phrase terrible. Une phrase qui va peser sur 70 ans d'histoire. Il regarde ses cartes et il lâche « Nous ne pouvons pas faire cela ». Incroyable. Cette inaction, elle scelle le destin de l'armée. Elle est coincée dans Metz. Elle capitulera le 27 octobre. 173 000 hommes. Du coup, la défaite de Sedan le 1er septembre et la chute de l'Empire deviennent inévitables. D'accord, c'est glaçant. Alors, maintenant, on rembobine. On revient à Gravelotte. Bazaine a un éclair de génie. Il se tourne vers Bourbaki et il dit « Allez, lis. » Que se passe-t-il ? Alors là, tout change. La garde impériale charge, elle perce le front prussien qui est épuisé, l'armée de Bazaine brise l'encerclement. Elle est libre. Elle est libre. Elle peut rejoindre les renforts de MacMahon. D'un seul coup, la France a de nouveau une grande armée de manœuvre, capable de se battre. Et donc, la marche vers Sedan, ce piège terrible, n'a pas lieu. Napoléon III n'est pas capturé. Et à Paris, l'effet doit être sismique. Au lieu de la nouvelle du désastre, on apprend une grande victoire. Pas de panique, pas d'émeute. La révolution du 4 septembre, elle n'arrive jamais. Elle n'arrive jamais. La Troisième République ne voit pas le jour. C'est même l'inverse. L'empereur Napoléon III, ou du moins son régime, vient de sauver le pays. Cet empire libéral qui se mettait en place se retrouve consolidé, légitimé par la victoire. La dynastie Bonaparte est sauvée. Et il y a une autre conséquence peut-être moins évidente, mais énorme. On évite une guerre civile. Absolument. La Commune de Paris, sans le long siège de la capitale, sans la famine, sans l'humiliation de la défaite, eh bien, les conditions qui ont mené à l'insurrection de 1871 n'existent pas. La France s'épargne la semaine sanglante. Le pays reste uni. Donc une France stable, unie, victorieuse. De l'autre côté du Rhin, pour Bismarck, ça doit être le cauchemar absolu. C'est l'échec total de son plan, son grand projet, l'unification de l'Allemagne, reposait entièrement sur le prestige d'une victoire militaire écrasante. Il en avait besoin pour convaincre les autres États allemands. Exactement. Surtout les États du Sud, la Bavière, le Wurtemberg, ils sont catholiques, ils se méfient de la Prusse protestante et arrogante. Une défaite brise le mythe de l'invincibilité prussienne. Ils ne suivraient plus jamais Berlin. Jamais. Ils se sentiraient trahis, ils réaffirmeraient leur indépendance, peut-être en se rapprochant l'Autriche-Hormeli. La conséquence est simple. L'Allemagne reste divisée. Et la proclamation de l'Empire à Versailles n'a jamais lieu. Ce qui nous donne une Europe avec un second empire français puissant et une Allemagne morcelée. Ça redessine complètement la carte du pouvoir. C'est un bouleversement total. La France reste la puissance dominante. Et surtout, point clé, le moteur de la politique française pendant 40 ans, le revanchisme, cette obsession de récupérer l'Alsace-Lorraine, Voilà, là, 200 ans à 40 ans. n'a aucune raison d'être, puisqu'elle reste française. Voilà. Le jeu des alliances est complètement différent. La Grande-Bretagne se méfierait de cette France redevenue si forte. L'Autriche-Hongrie regagnerait de l'influence en Allemagne du Sud. L'Europe reste multipolaire. Ce qui veut dire que ce système de blocs rigides, qui a rendu la Première Guerre mondiale presque inévitable, ne se forme pas. C'est le cœur de notre hypothèse. La triple alliance d'un côté, la triple entente de l'autre. Tout ça est une conséquence directe de 1871. Sans cette victoire allemande, pas de bloc. On a des alliances plus fluides qui changent, comme avant. D'accord, mais est-ce que ça aurait vraiment suffi à éviter une guerre mondiale ? Il y avait d'autres tensions, les colonies, les Balkans. C'est une très bonne question. Ce n'est pas un monde de paix pour autant.
Il y aurait eu des crises, c'est certain. Mais elles seraient sans doute restées locales. Prenez l'étincelle de 1914, l'assassinat de Sarajevo. Oui. L'événement aurait pu avoir lieu. L'Autriche aurait sûrement attaqué la Serbie. Mais l'engrenage fatal se serait brisé. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Dans notre histoire, la France est alliée à la Russie. Elle est obligée de la suivre pour ne pas être seule face à l'Allemagne. L'alliance de revers. Exact. Dans notre scénario, cette France impériale n'a aucune raison de se lancer dans une guerre pour une histoire de Balkans. Et la Prusse, affaiblie, n'aurait jamais donné son fameux chèque en blanc à l'Autriche. La crise serait restée. Une troisième guerre balkanique. Violente, mais régionale. Un monde sans Première Guerre mondiale? C'est vertigineux. Les conséquences sont... Inimaginable. Pas d'Hitler, pas de Staline. C'est la conséquence la plus profonde. Sans le traumatisme de 14-18, sans cette boucherie qui détruit une génération et les vieux empires, eh bien les idéologies totalitaires du XXe siècle ne trouvent pas leur terreau. Pas de révolution bolchevique. Non, le régime tsariste ne s'effondre pas. Pas de fascisme en Italie, né de la frustration. Et surtout, pas de nazisme, qui a prospéré sur l'humiliation du traité de Versailles. Et le fameux siècle américain n'aurait peut-être pas eu lieu non plus. Probablement pas, non. L'ascension des États-Unis est une conséquence directe de l'autodestruction de l'Europe. Sans ça, le centre de gravité du monde serait resté en Europe bien plus longtemps. Et les empires coloniaux, français et britanniques, auraient aussi perduré. C'est fascinant et en un sens effrayant de se dire que ce monde si différent du nôtre repose sur la décision, ou l'indécision, d'un seul homme, le maréchal Bazaine. Oui, il est devenu le bouc émissaire parfait. Il a été jugé pour trahison, condamné à mort, il a fini sa vie en exil, misérablement. Mais les historiens sérieux le disent. Son vrai crime, ce n'était pas la trahison. C'était un manque de caractère, un manque d'audace à l'instant T. Ce qui montre bien que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Exactement. Elle n'est pas déterministe. Elle est contingente. La psychologie d'un homme, son hésitation dans le chaos d'une bataille, a fait pencher la balance entre notre monde et un autre, radicalement différent. L'ombre de ces maréchals indécis plane, d'une certaine manière, sur des millions de morts. Et ça nous laisse avec une dernière question. Un monde peut-être plus longtemps dominé par des empires coloniaux, mais qui se serait épargné les horreurs du communisme et du fascisme. Et est-ce que ce monde-là aurait été préférable au nôtre? C'est une question vertigineuse. Et il n'y a sans doute pas de bonne réponse. Et si? La question la plus fascinante de l'histoire.